quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu, messieurs, dames, pour un nouvel épisode de Ça discute avec. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué pour les plus observateurs, nous sommes trois. Voilà, là, c'est les trois mousquetaires. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Martin et Ouriel de la chaîne YouTube Antithèse. Et avant toute forme de débat, messieurs, comment allez-vous? Bonjour Rémi, ça va bien, merci. En pleine forme? Nickel. Le match retour parce que voilà, vous m'aviez fait le cadeau d'être invité par chez vous il y a quelques semaines et là on l'avait dit, c'est le match retour, c'est la Ligue des Champions. Alors avant toute chose, parce que de jolis sujets nous attendent aujourd'hui sous l'angle de la Suisse, parce que vous êtes localisé du côté de la Suisse, vous aussi une jolie chaîne YouTube du côté de la Suisse, nos régions ont du talent, nos pays ont du talent, on s'entraide à l'international. Avant toute chose, avant d'aller vers ces sujets et sujets chauds, forcément on va parler géopolitique, vous vous en doutez, beaucoup de choses complexes aujourd'hui à régler, on va essayer de faire ce qu'on peut. Est-ce que vous pouvez nous parler avant tout de votre parcours et de ce qui a donné naissance à ce projet, à cette chaîne YouTube Antithèse? À qui l'honneur, Martin, Auriel, je vous laisse choisir. Tu peux commencer, Martin. Ouais, je vais commencer. Alors, on se connaît depuis longtemps, en fait. Auriel et moi, on a fait un bout d'école ensemble. Et en fait, on s'est retrouvés en 2021 durant le Covid lors d'un apéro au bord du lac Léman. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences complémentaires. Moi étant journaliste, lui technicien audiovisuel, et donc on s'est dit c'est intéressant, faisons quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née Antithèse en 2021, avec l'idée de en fait donner la parole, faire des entretiens au long cours avec des personnalités francophones dont la pensée est originale, s'éloigne un peu de ce qu'on entend partout dans les médias. Et voilà, c'est d'où le nom Antithèse, en fait. C'est un peu prendre le contre-pied de ce que certains appellent la doxa, ou en tout cas le discours dominant. Voilà. Auriel, une précision l'idée, peut-être? L'idée c'était aussi de laisser le temps. Moi, comme je travaillais en télévision, j'ai affaire à des débats politiques en télévision. Puis je me rends compte qu'en général, c'est 5 minutes par invité, 1 minute par question, dans le pire des cas. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un endroit où les gens puissent développer leurs pensées, puis qu'on puisse aller vraiment au fond des choses pour savoir quel est le fond de leurs propos, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi dans cette idée-là de n'importe qui paraît un peu stupide quand il est mis face à un débat d'1 minute où il doit faire des réponses ultra courtes où le journaliste arrête pas de le couper, et devient plus intelligent quand on lui laisse le temps de développer son propos jusqu'au bout, quoi. Et comme pour beaucoup de médias alternatifs, c'est le mot désigné, consacré même, le Covid a été un accélérateur pour vous. Est-ce que vous aviez, alors, Covid avec le traitement particulier, on va dire, qu'il y a eu pendant cette crise, est-ce que vous aviez déjà entreaperçu cette grille médiatique, ce traitement médiatique qui pouvait vous poser problème sur quelque chose peut-être de trop partial par moment ou autre? Est-ce que en Suisse, vous l'aviez déjà observé ou ça a été accéléré par le Covid? Alors, je pense que, pour être dans les médias, pour avoir travaillé dans des médias suisses, romans, aussi français, mais plutôt pour des plus courtes périodes, je pense que les travers médiatiques qu'on a observés durant le Covid existaient déjà avant, notamment pour tout ce qui est les couvertures de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine, avec la révolution de Maïdan en 2014. Il y avait déjà eu ce même genre de couverture un peu problématique. Et je pense que le Covid a quand même été particulièrement révélatrice de ces travers, avec des outrances vraiment flagrantes. Notamment le décompte des morts et des cas chaque jour, qui est extrêmement anxiogène. Et puis je pense qu'effectivement aussi notre volonté à ce moment-là en 2021, c'est de dire ok, on fait du format long pour un peu prendre le temps, se poser, réfléchir, essayer de dépassionner un peu le débat, l'information, quoi. Alors après, nous, on a fait le choix de pas partir uniquement sur des choix Covid. On voulait pas être non plus étiqueté comme ça, comme l'ont été d'autres médias alternatifs. On voulait pas être étiqueté absolument anti-mesure, voilà. Mais disons qu'on a notre première interview est clairement liée au Covid, donc il y avait cette envie de mettre un peu de réflexion et de fond dans ce débat, quoi.
Mais effectivement, les travers médiatiques existaient déjà et je pense que ils n'ont été que révélés par la crise, quoi. Mais disons aussi que la période Covid nous a donné l'énergie pour aller jusqu'au bout du projet, quoi, pour créer le projet puis pour aller jusqu'au bout du projet. Cette espèce d'étau qui se resserre sur les gens qui essayent un petit peu de penser différemment et puis de faire valoir un peu plus les libertés. C'est vrai que ça donne l'énergie pour créer des belles choses. Clairement. Parce que c'est vrai que en Suisse, le paysage des médias alternatifs, est-ce qu'il est assez restreint? Alors, toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'il y a la Suisse francophone, la Suisse germanophone. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine vivacité ou est-ce que ça reste assez restreint? Par exemple, comme chez nos amis belges où les médias alternatifs ont été très discrets, il n'y a pas eu la même vivacité qu'en France. Comment vous situeriez un petit peu le paysage en Suisse, en tout cas francophone? Alors, je dirais que avant le Covid, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, en fait, j'ai l'impression que le paysage médiatique suisse, même la façon de consommer en fait des médias en Suisse, est quand même resté assez traditionnel encore. Je pense qu'il y a moins qu'en France une habitude d'aller consulter YouTube, d'aller consulter d'autres plateformes en fait que les médias traditionnels. Et je pense que c'est pendant le Covid vraiment que beaucoup d'initiatives médiatiques différentes sont nées. Souvent de manière assez chaotique et sans vraiment de fonds financiers pour pouvoir fonctionner, donc c'était vraiment un peu artisanal. Mais je pense que depuis le Covid, il y a une émergence de nouvelles plateformes médiatiques en Suisse romande. Je parle de la Suisse romande parce qu'effectivement la Suisse germanophone a certainement d'autres dynamiques. Mais voilà, je pense qu'effectivement le Covid a permis cette émergence. Et avant, il y avait pas. J'observais en tout cas beaucoup moins d'initiatives de ce type-là. Ouais. D'accord. Ouais, peut-être plutôt dans la presse papier en fait. Il y a quelques trucs dans la presse papier, mais en tout cas au niveau des médias vidéo, pas tellement, non. Ok. Bon, espérons que ce soit le début d'une longue aventure. En tout cas, il y a Antithèse, on peut le dire. Et avec vous, justement, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Alors, je le dis en préambule à nos spectateurs, nous sommes le 12 octobre 2023 au moment où on enregistre. Donc, il est possible que depuis, beaucoup de choses se soient passées. Et on va ouvrir avec les grands sujets, bien sûr, avec le contexte qui occupe tous les esprits aujourd'hui, ce qu'il se passe entre l'Israël et la Palestine, la situation plus que compliquée aujourd'hui, et ça va être un petit peu l'un des fils rouges de notre entretien avec vous, cher Martin et Auriel, la position de la Suisse dans ces plaques tectoniques, ces plaques géopolitiques qui bougent sur ce contexte très actuel. Quelle est pour le moment la position de la Suisse sur ce qu'il s'est passé le 7 octobre, seulement il y a à peine 5 jours au moment où on enregistre? Alors effectivement, la Suisse a immédiatement condamné donc l'action du Hamas, l'action militaire du Hamas contre Israël. Donc voilà, le Conseil fédéral, donc l'exécutif national, a condamné ces attaques. Après évidemment, ça a tout de suite initié en fait en Suisse une sorte de débat sur la position suisse par rapport au Hamas. Et beaucoup de parlementaires, beaucoup de voix, aussi des mouvements un peu de défense d'Israël. Sont montés aux barricades pour que le gouvernement en fait condamne le Hamas plus fermement et considère l'organisation comme un État terroriste, comme une organisation terroriste, à l'image de Daesh ou Al-Qaïda. Ce que la Suisse n'a pas fait. Alors c'est des débats qui existaient déjà auparavant concernant Israël, puisque ce conflit est très vieux et n'a pas fini encore d'alimenter nos médias et nos émissions. Mais ce qui est sûr, c'est que la Suisse n'a pas condamné, n'a pas considéré le Hamas comme une entité terroriste pour l'instant. Mais ce qui est, je dirais, ce qui est un peu piquant par rapport à ces positions adverses, c'est par exemple il y a beaucoup de partis de droite qui ont poussé pour que la Suisse se positionne plus fermement sur le Hamas, alors que ces mêmes partis de droite, par exemple, ont crié à un abandon de la neutralité dans le cadre de la guerre en Ukraine quand la Suisse a suivi les sanctions de l'Union européenne. Donc évidemment, le Hamas n'est pas un État au sens juridique du terme, mais j'y voyais là une contradiction entre la position de certains partis de droite qui, d'un côté, crient à l'abandon de neutralité dans le cadre de la guerre en Ukraine, et là, en ce qui concerne le Hamas, aimerait aller plus loin dans une position décidée et ferme de condamnation, quoi. Donc voilà pour l'instant la situation en Suisse. Il y aura encore beaucoup de débats pour ça, mais bien sûr. Ouais. Auriel, peut-être. Ouais, c'est aussi un peu les choses en Suisse se passent toujours comme ça, comme on a
en règle générale, peut-être excepté le cas du Covid, mais en règle générale, une grande liberté d'opinion et de parole et plus d'avis différents en fait aussi au niveau politique. Et comme le peuple a directement le pouvoir, si j'ose dire, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de discours différents qui viennent, qui sont mis en avant. Et puis c'est clair qu'on peut avoir des positions qui se contredisent, etc. Donc c'est un petit peu le jeu en Suisse d'avoir toujours des avis contraires et puis voilà. Et donc, ce qui est intéressant, si je peux ajouter peut-être juste, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a une grande homogénéité, que ce soit en Suisse ou en France par exemple, sur la position des partis de droite qui sont ouvertement vraiment pro-israéliens et qui s'alignent en fait derrière la position israélienne. Et alors c'est aussi le parti des médias. Enfin en tout cas c'est ce que les médias font de manière presque caricaturale actuellement. Mais c'est intéressant de voir ces lignes transversales en fait entre les différents partis de droite. En tout cas dans nos régions quoi. Et sur justement le traitement médiatique, alors là encore à date à laquelle on se parle, est-ce qu'en Suisse vous assistez à une forme d'unilatéralité comme on peut avoir en France, tu le dis, effectivement il y a un soutien qui est assez clair, qu'on comprend ou pas, libre à chacun bien sûr, et j'invite les spectateurs à donner leur avis en commentaire, mais des avis qui vont dans le même sens qu'on peut constater dans les médias en France, jusqu'à la caricature, c'est-à-dire jusqu'à aller interviewer Enrico Macias, qui est certes un parolier tout à fait talentueux, mais dont l'avis géopolitique est, me semble-t-il, assez cosmétique, si tu veux. Donc, est-ce qu'en Suisse, il y a cette forme-là de traitement médiatique jusqu'à la caricature, ou ça reste quand même un petit peu plus nuancé? On tombe peut-être pas dans le cas d'aller jusqu'à interviewer des stars de la chanson pour donner leur avis là-dessus, mais on est clairement, à mon avis, dans la ligne des médias français. Disons, on est beaucoup à suivre en Suisse. Nos médias suivent beaucoup les dépêches AFP, les trucs comme ça qui viennent de l'international, surtout la chaîne nationale en fait. Et du coup, je pense que oui, effectivement, on suit en fait juste le mouvement. On va pas être disruptif d'un côté ou d'un autre, quoi. Je dirais même que les médias, alors de la presse écrite, une bonne partie de leur couverture internationale consiste à reprendre en fait des articles des grands journaux français. Typiquement, La Liberté, qui est le quotidien fribourgeois, en fait, je lisais hier, a fait quasiment sa une sur l'actualité israélienne avec un article de Libération. Donc là il y a clairement des reprises. Alors ils ont des partenariats, du coup ils s'échangent des textes, ça réduit les coûts de production pour les journaux suisses, mais du coup la ligne pour le coup est exactement la même quoi. Ah oui, effectivement, oui là, oui. On peut parler de copier-coller, effectivement. Et donc pour assumer. Oui, en plus. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Disons qu'en Suisse on a aussi une espèce d'AFP à nous qui s'appelle l'ATS. Et puis la plupart des sujets qui sont décidés dans les rédactions le matin sont choisis depuis l'ATS. Donc en tout cas tout ce qui concerne l'international, etc. Et puis après tout ce qui concerne en tout cas dans les télévisions, vu que je peux parler de ce cas, tout ce qui concerne les news régionales ou suisses, là c'est dans les journaux du jour d'avant. Donc en fait il y a aucune vraiment, à part l'ultra local où on va voir une association, etc. On va juste reprendre ce que disent les journaux ou bien ce que dit l'ATS ou l'AFP à plus large échelle. Ouais, ça reste quand même très cadenassé, là encore, une sorte d'entonnoir en fait sur les actus qui sortent. Et alors pour rester bien sûr dans la fenêtre géopolitique qui va nous occuper tout au long de l'entretien, mais remonter un petit peu le temps avec une situation sur laquelle on a un tout petit peu plus de recul, qui est celle de la Russie et de l'Ukraine. Là encore, même question, c'est vrai que je pourrais être journaliste à la RT, je me fais pas chier, c'est vraiment les mêmes questions. Quelle a été la position de la Suisse dans ce contexte-là, une position qui a évolué, semble-t-il, entre le début du conflit en mars dernier et presque jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de récapitulatif avant de traiter un petit peu ça, sur cette volonté de la Suisse et position géopolitique sur ces conflits modernes, trop modernes, comme dirait l'autre? Oui, alors effectivement, ça c'est aussi un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a en fait ravivé le débat sur la question de la neutralité suisse. Étant donné que la Suisse s'est très rapidement en février 2022 alignée sur les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et donc il y a eu quelques jours de débat au
au sein du Conseil fédéral, mais finalement 5 jours après, je pense l'invasion russe. Voilà, il y a eu une reprise des paquets de sanctions de l'Union européenne, ce qui est en fait pour le coup une position assez nouvelle dans le sens où c'est ça qui a fait débat. Parce que la Suisse avait l'habitude de reprendre des sanctions qui émanaient de l'ONU en fait. Donc elle a par le passé, enfin c'est toujours le cas, elle sanctionne la Corée du Nord, elle sanctionne le Liban, elle sanctionne voilà tous ces pays qui sont sous sanction de l'ONU. La Suisse généralement s'aligne et suit. Mais là c'est des sanctions qui proviennent de l'Union européenne, donc une entité politique, politique. On pourrait discuter, mais en tout cas c'est une entité qui est alignée en fait, qui n'est pas censée être neutre, en tout cas qui représente les intérêts généraux au niveau du monde. Et donc là, ça a fait débat parce qu'effectivement, la neutralité là pose question. Alors ensuite, évidemment, il s'est posé aussi la question de la livraison d'armes à l'Ukraine. Et là, il y a eu aussi beaucoup de discussions. Certains partis étaient favorables à une livraison d'armes. Voire à autoriser en fait une réexportation des armes suisses qui auraient été vendues à des pays voisins européens. Finalement, ça s'est pas fait. Donc là, pour le coup, la Suisse a tenu sa ligne de neutralité qui est inscrite dans la loi d'ailleurs, l'interdiction de vendre des armes à des pays en guerre et d'autoriser la réexportation de ces armes dans des pays en guerre. Donc ça s'est effectivement pas fait, malgré toutes les pressions qu'il y a eu au niveau des pays voisins, la France, l'Allemagne, les États-Unis. On n'est pas passé loin à ce que la loi soit modifiée, mais en tout cas ça a tenu à ce niveau-là, quoi. Voilà. D'accord. Auriel. Après, il y a eu, ouais, Auriel, vas-y, continue. Ouais, ce qui est intéressant aussi peut-être de préciser par rapport au statut de neutralité, c'est que on a tendance à imaginer que la neutralité, c'est pas prendre parti, pas envoyer d'armes, pas voilà, etc. Mais d'après la convention de La Haye que la Suisse a ratifiée en 1910, la neutralité, ça peut être exporter des armes, mais alors ça veut dire exporter des armes à valeur égale des deux côtés, pour les deux parties, les deux belligérants. Et c'est pas vraiment ce qu'on observe en Suisse au niveau des volontés, en tout cas. Au niveau politique, ça a été clairement défini, mais au niveau de la volonté, il y a par exemple Ignacio Cassis, qui est un des conseillers fédéraux, qui a dit que c'était faire le jeu en fait de la Russie que de pas aider l'Ukraine. Donc là, on prend position au niveau du discours médiatique, en tout cas, on prend position plus pour l'Ukraine. Et puis on a aussi diverses choses qui se sont passées. Il y a eu la chambre économique, le SECO en Suisse, qui est le secrétariat d'État à l'économie, qui a essayé de commencer à imaginer des scénarios pour essayer de bypasser ce statut, cette prise de position du Conseil fédéral, et puis quand même par pays interposé exporter des armes en Ukraine, notamment des blindés ou des choses comme ça. Alors ça n'a pas abouti, mais on voit qu'il y a quand même une volonté quand même d'essayer de se mettre du côté de l'Ukraine. Parce que aujourd'hui, une petite parenthèse pour nos téléspectateurs, surtout français, qui n'auraient pas vraiment connaissance du contexte, et d'ailleurs une question aussi pour moi, parce que ça m'intéresse, plus aussi mon émission, merde. Au niveau de la présence militaire suisse, comme on peut voir par exemple une présence militaire française à l'étranger avec tous les récents succès que l'on connaît, est-ce que la Suisse aussi est présente militairement dans d'autres pays, ou est-ce que elle se concentre sur la Suisse, où on le sait, où le service militaire est encore en œuvre de manière d'ailleurs très bien appliquée, très centrale, on va dire, dans la vie des Suisses. Et où est-ce qu'on en est de cette situation-là? Alors la Suisse, alors effectivement, il y a des missions suisses à l'étranger, une mission militaire, notamment au Kosovo, où il y a des soldats suisses qui sont déployés pour des opérations de maintien de la paix ou ce genre de choses. C'est jamais à but offensif ou guerrier. Il y a aussi des soldats qui étaient, en tout cas, alors maintenant il faudrait vérifier s'ils sont toujours, mais qui étaient à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour jouer ce même rôle. Donc il y a un déploiement effectivement à l'étranger de certaines troupes helvétiques, mais toujours dans un but de maintenir une situation, de maintenir l'ordre, de maintenir, enfin voilà,
sorte de protection du statu quo dans le pays, quoi. Après, il y a une originalité que beaucoup de gens connaissent certainement, mais on a des gardes suisses au Vatican qui protègent le pape depuis plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est une espèce de clin d'œil à l'histoire suisse qui avant 1815-1850 était en fait avait une réputation de guerrier avec ses mercenaires qui étaient réputés partout dans l'Europe et qui protégeaient les souverains. Notamment Louis XVI, juste avant la Révolution française, des gardes suisses sont morts pour protéger Louis XVI au moment de cette révolution. Mais donc voilà, c'est ce clin d'œil en fait qui demeure au Vatican. Mais je dirais que à part ça, en termes d'armée moderne, il y a pas grand chose, si ce n'est ces deux exemples que j'ai en tête maintenant, quoi. Et donc peut-être Auriel a un rajout sur ça, ou tu souscris à... Ouais, alors faut peut-être dire que l'armée suisse, en fait, on a une toute petite partie de l'armée qui est professionnelle. Ça veut dire c'est des employés de l'État qui sont là à l'année. Et puis tout le reste de l'armée, en fait, c'est des gens qui viennent, on dit en cours de répétition. Ça veut dire ils viennent quelques semaines par année répéter un peu leur pratique militaire. C'est jusqu'à l'âge de 35 ans, sauf erreur. Mm-hmm. Et ça provoque à mon sens, une grande incompétence au sein de l'armée suisse, une grande inutilité, si j'ose dire, dans le sens que on n'est pas du tout formé pour répondre à des situations d'urgence. Par exemple, s'il y a un conflit qui éclate et que la Suisse doit se défendre aujourd'hui, on sera complètement, à mon avis, démuni. De par la pauvreté aussi des formations qui sont dispensées dans l'armée suisse. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je peux rajouter parce que je l'ai vécu et j'ai vu vraiment la tristesse de la formation dans les rangs de l'armée suisse. Voilà, être pas très reluisante en fait par rapport à l'image qu'elle peut donner à l'extérieur. À l'intérieur, c'est très peu professionnel. Il y a eu de grandes évolutions, alors, parce que si je dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, l'armée suisse avait quand même refroidi les velléités d'Hitler au début de la Seconde Guerre mondiale, qui voulait justement envahir la Suisse, et il avait été prévenu que l'armée suisse était quand même très bien formée, qu'elle était constituée notamment de civils. Et est-ce que ça tient de la légende historique, ou... Bah, c'est un peu quand même, parce que disons les Suisses ont aussi un petit peu collaboré déjà au niveau financier. On a hébergé de l'or nazi, on a hébergé de l'argent, je pense, qui a participé pour la guerre. Et puis on a aussi laissé passer des convois, des convois nazis en Suisse. Je sais pas, Martin, tu peux peut-être compléter. Là, t'as peut-être une meilleure idée historique, mais je pense si on s'en est sorti dans la guerre 39-45, c'est pas grâce à nos forces militaires, à mon avis. Non, alors effectivement, je pense que si l'Allemagne hitlérienne avait souhaité envahir la Suisse, ça aurait été un blitzkrieg, une demi-journée. Non, peut-être pas, mais en tout cas, ça aurait été. Bon, alors il y avait toute une stratégie de repli national à l'époque, où en fait il fallait se replier dans les montagnes suisses. Donc il y a toute une stratégie qui a été élaborée pour en fait faire des bunkers dans les montagnes, etc., se cacher pour tenir en fait les hauteurs, afin que en fait les garder quand même une sorte de zone un peu de retrait pour la population et l'armée, en abandonnant en fait toute la vallée, toute la vallée helvétique. Donc cette stratégie de retrait a pas été appliquée parce qu'il n'y a pas eu d'invasion. Mais disons qu'en tout cas il y avait cette conscience que on serait pas grand chose si l'Allemagne nazie envahissait le territoire. Après effectivement la Suisse a pu maintenir ce statut pas de neutralité pour le coup, parce qu'elle collaborait avec l'Allemagne nazie assez fortement à cette période, mais en tout cas a pu maintenir l'intégrité de son territoire grâce notamment à parce qu'Hitler avait besoin en fait de la Suisse pour notamment pour ses transports de marchandises, pour ses transports d'hommes, enfin notamment de juifs, et parce que voilà, l'industrie suisse lui fournissait aussi un certain nombre d'éléments indispensables à son armée. Donc c'était, disons, plus favorable à lui, pour lui, de laisser ce territoire intouché, quoi. Et respectant ainsi en fait l'inviolabilité du territoire qui est normalement garantie depuis 1815 et le Congrès de Vienne par les pays européens. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement c'est quand même ça ressort du mythe pour une grande partie
cette idée que l'Allemagne avait peur d'envahir la Suisse, clairement. Une C'était le cas au Moyen Âge, ça c'est clair. Oui. C'était le cas au Moyen Âge, mais pas en 1940. Je pense pas. Une parenthèse fort enrichissante. Voilà. Alors, sans aucune transition. Voilà. N'y voyez là aucune transition. Revenons du coup à ce contexte Russie-Ukraine et un autre aspect, un autre pan du problème qui a été le pan financier. On a beaucoup parlé, par exemple, du gel des avoirs russes. Sur cette question-là, la Suisse place forte de l'économie et des finances. Quelle a été là encore la position? Est-ce qu'il y a eu une sorte de statu quo? Est-ce que ça a été refusé rapidement de dire non, on va pas toucher à ça? Comment s'est positionnée la Suisse sur des choses où, par exemple, la France, elle n'a pas trop tremblé du museau et l'Union européenne, ça dépendait, on va dire. Alors, la Suisse a gelé des avoirs russes, à peu près 7,5 milliards, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, mais c'est donc un gel, c'est-à-dire que ces avoirs-là sont toujours dans les banques suisses et sont simplement gelés en attendant. Et c'était des avoirs qui étaient donc pour les personnes sanctionnées par le paquet de mesures, enfin de sanctions qui est en place. Alors il y a eu des débats aussi pareil, les pays extérieurs, enfin la France notamment, a poussé pour que ces avoirs soient confisqués. Tout simplement. Il y a eu certains débats aussi dans les chambres parlementaires fédérales à ce sujet, mais il n'y a pas eu de confiscation pour l'instant. Ça passe pas à l'ordre du jour parce que ça serait quand même une violation assez immédiate en fait de la propriété privée. Et c'est juridiquement, à mon avis, intenable de faire ça, quoi. Après, bon, il y a un débat. Est-ce que 7,5 milliards, ça correspond vraiment à l'ensemble des avoirs russes sur le territoire suisse? Dans les banques suisses, certainement pas, mais en fait, ça concerne apparemment surtout les personnes sous sanction. Donc à partir de là, disons que ça respecte en tout cas l'esprit des sanctions et cette position de prendre des sanctions contre la Russie. Après, évidemment, cette gelée des avoirs, c'est discutable aussi d'une certaine manière. Certains pensaient que il aurait simplement suffi pour respecter cette neutralité suisse, enfin qu'il aurait été préférable de faire en sorte que les sanctions ne soient pas contournées en fait. Donc comment faire, de quelle manière exactement, ça aurait été à discuter. Mais disons qu'il y a eu une cohérence entre la décision de prendre des sanctions et de geler ensuite les avoirs suisses des personnes sanctionnées. Donc voilà. Ouais, et d'ailleurs, eu égard au statut de neutralité, en fait, on aurait peut-être dû aussi geler les avoirs des oligarques ukrainiens. C'est ça. Ouais. Oui, disons que ça aurait été, c'est vrai que la question s'est jamais posée, mais c'est vrai que oui, c'est aussi un point du problème, clairement. C'est ça. Et qui sont nombreux d'ailleurs en Suisse, et qui le sont d'autant plus depuis le début de la guerre et l'immigration de certains Ukrainiens, dont les plus fortunés en Suisse. Donc ça c'est sûr que, disons que ça aurait été un moyen de contourner les sanctions, enfin pas de contourner les sanctions, de faire en sorte que finalement personne n'en profite en fait via la Suisse. Ça aurait été de faire en sorte qu'évidemment les deux parties ne puissent pas avoir en Suisse un refuge sain neutre et efficace pour leurs avoirs, quoi. Mais d'ailleurs, dans notre dernier entretien, notre invité François Mélan a soulevé une question intéressante par rapport à ça, aux immigrés, aux réfugiés ukrainiens en Suisse. Il a dit que les services secrets suisses surveillent pas du tout assez le voisinage. C'est-à-dire que forcément, quand on a des réfugiés qui viennent, on a des gens qui ont dû quitter leur pays par nécessité, etc. La guerre, on les accueille. Mais dans ce lot de personnes, on a peut-être des groupes terroristes. On a peut-être des gens justement peut-être des oligarques ou des gens qui fomentent des trafics, du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, j'en sais rien. Donc pourquoi est-ce qu'on surveille pas plus? Lui, son point, c'était de dire on devrait faire beaucoup plus attention à ce qu'il n'y ait pas des groupes d'intérêt qui se forment au sein de certains réfugiés, et puis qui tout d'un coup commencent à opérer depuis la Suisse. Ça a été le cas, par exemple, lui disait pour l'Espagne. En Espagne, c'est c'est les Catalans en fait. L'indépendance de la Catalogne. Il y a des Catalans qui opèrent depuis la Suisse, puis il y a eu d'autres groupements aussi
notamment. Et faut aussi dire en Suisse, il y a énormément de chefs d'État étrangers qui viennent se former dans les écoles. Par exemple, Kim Jong-un, sauf erreur, Corée du Nord, il est venu aussi se former en Suisse. Et certainement plein d'autres. Okay. Tout à fait. Puis ça, c'est une tradition aussi. Alors pour le coup, la Suisse a accueilli Lénine, Bakounine, a accueilli ces révolutionnaires soviétiques avant l'heure. Et c'est depuis la Suisse que Lénine a pris un train pour rejoindre la Russie avec le financement allemand pour mener sa révolution. Donc d'une certaine manière, ça c'est vrai que c'est aussi un peu une tradition en Suisse de pas faire trop attention à qui on accueille, ce qui d'une certaine manière peut être vu comme une ouverture et une bonne chose. Après, c'est vrai que dans le cas de l'Ukraine, se posent aussi des questions par rapport aux groupes d'extrême droite, suprémacistes, ukro-nazis, on les appellera comme on veut, qui sont très importants en Ukraine et qui, voilà, d'une certaine manière, alors pour ceux qui ne sont pas sur le terrain à mener les combats, disons, pourraient trouver refuge et développer leur réseau depuis la Suisse, quoi. Ça peut avoir des bons côtés, cette volonté d'accueillir tout le monde. Par exemple, si on prend le cas d'Edward Snowden qui a été accueilli à Genève et à un moment donné caché aussi dans un hôtel, etc. Mais quand on parle de groupes extrémistes, etc., il faudrait peut-être avoir un peu plus de surveillance de la part de nos services secrets, de nos autorités, quoi. Voilà. Parce que ça, aujourd'hui, en l'état, on sait que c'est le cas, mais les services secrets suisses sont pas forcément capable de mesurer le risque lié à cela? Alors ça, il faudrait évidemment on n'a peut-être pas forcément toutes les informations à disposition sur ça, mais disons que, en tout cas, ce que nous disait notre dernier invité, qui a été officier dans les services de renseignement de l'armée suisse, lui disait typiquement qu'il avait fait remonter certaines informations, notamment concernant les séparatistes catalans, qui ont aussi certaines tendances identitaires assez marquées et qui opèrent depuis la Suisse, et ce qui l'a fait remonter, je dirais, au commandement du renseignement helvétique n'a pas eu de suite. Donc à partir de là, est-ce qu'ils ont connaissance, est-ce qu'ils sont compétents suffisamment pour prendre des mesures? Ils ont certainement connaissance. Après, est-ce qu'il remonte l'information au politique? Est-ce que le politique en prend compte, en tient compte? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes, mais effectivement. Angle intéressant, effectivement, d'un risque qu'on ne mesure pas forcément. Et justement, pour aller gentiment refermer ce deuxième grand volet de notre échange, là, on va être un petit peu plus dans la perspective, mais quel regard portez-vous sur l'évolution de ce conflit Russie-Ukraine? Alors, c'est vrai que l'attention internationale s'en détourne un petit peu, parce que malheureusement, des drames succèdent à des drames. Volodymyr Zelensky lui-même l'a regretté, hein. Il a déclaré il y a quelques jours que justement il avait peur que le monde se détourne de l'Ukraine. Quel regard portez-vous sur l'évolution? Est-ce qu'on va vers un enlisement? Est-ce qu'on va vers quand même une issue diplomatique? Qu'est-ce que vous en pensez, même si voilà, on est dans la prospective là? Alors je peux peut-être commencer. Donc effectivement, je pense que pour l'Ukraine, l'actualité israélienne, enfin la guerre en Israël-Palestine n'est pas une bonne nouvelle. Je pense qu'effectivement le soutien financier risque de diminuer assez sensiblement. Et déjà que actuellement l'armée ukrainienne est assez mal en point. Selon les dernières informations, elle est assez mal en point et elle est un peu sous perfusion en fait d'aide internationale occidentale. Je pense qu'effectivement c'est plutôt négatif du point de vue ukrainien ce qui se passe. Le conflit, alors comment ça va évoluer? Je pense que ça prendra un peu de temps avant de se résoudre. Je pense que les États-Unis vont pas lâcher l'Ukraine pour autant. Ils ont investi tellement d'argent dans ce conflit que c'est pas pour le lâcher comme ça immédiatement. Je pense que l'Ukraine est un enjeu stratégique pour les États-Unis, notamment face à sa position en Europe. Et effectivement, ils vont pas lâcher l'Ukraine. La solution que j'envisage pour moi, c'est que la Russie va pas lâcher non plus, évidemment, que la Russie a encore suffisamment de réserves pour tenir sa position en Ukraine. Et que un certain enlisement est inévitable. Alors combien de temps ça prendra, je sais pas, mais qu'on arrivera certainement à un démembrement de l'Ukraine. Je vois pas d'autre solution.
puisque les parties en présence, en l'occurrence les États-Unis et la Russie, n'arriveront pas à se mettre d'accord. Je veux dire, l'Ukraine demande la réintégration de ces territoires avec la Crimée, ce qui semble complètement impensable. Donc à partir de là, je pense qu'à un moment donné, les États-Unis s'essouffleront, en tout cas l'aide occidentale s'essoufflera, et il faudra trouver une sorte de maniclette, une sorte de stratégie pour faire passer en fait une sorte de démembrement de l'Ukraine. D'ailleurs, il semble que la Pologne pourrait gagner à ça en récupérant une partie de la Galicie par exemple ou de l'Ukraine occidentale. Donc à partir de là, je pense que les Polonais aussi, peut-être qu'à un moment donné, commenceront à préparer le terrain pour parce qu'ils verront un avantage à cela. Donc ça c'est très hypothétique évidemment, donc on n'en sait rien. Mais moi je pense que l'Ukraine qui a une existence territoriale depuis très peu de temps, hein, c'est quelques années après la Première Guerre mondiale et c'est depuis 91, 91. Donc à partir de là, l'Ukraine en tant qu'entité territoriale telle qu'elle existe aujourd'hui est une nouveauté absolue voilà sur l'échiquier international. Et je pense que son futur est compromis actuellement. Et puis sans vouloir jouer les monsieur météo non plus, je pense qu'on a l'hiver qui arrive bientôt et l'hiver va très probablement geler une partie du conflit parce que c'est quand même une région assez froide et tout. On voit aussi que historiquement les Russes arrivent mieux à se dépatouiller en hiver que les autres. Ils ont peut-être plus l'habitude des contrées sibériennes, etc. Donc, à mon avis, ça va plutôt jouer en faveur des Russes l'hiver. Et ça, c'est un élément aussi à prendre en compte, à mon avis. Et est-ce que, absolument, effectivement, absolument. Et est-ce que sur une dernière question sur ce sujet-là, c'est une interprétation un peu de forme, on va dire, mais est-ce qu'on peut aussi y voir, de par le fait qu'un conflit a succédé à un autre, où on voit les États-Unis qui se sont très vite mobilisés en envoyant le porte-avions USS Ford, si je dis pas de bêtises, leur plus gros porte-avions en l'envoyant immédiatement en Méditerranée pour aller au plus près du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on n'a pas aussi une forme de fuite en avant des États-Unis? Ça avait déjà été le cas lors de leur départ en Afghanistan, où les Américains nous avaient vendu l'arrivée de talibans modérés. Alors on a vu malheureusement ce que ça a donné, que c'était une énième fumisterie, parce que la situation, notamment des Afghanes là-bas, ne fait qu'empirer. Est-ce que le fait que les États-Unis passent d'un front à l'autre comme ça très rapidement, est-ce que c'est une reculade ou est-ce que c'est le rythme du monde et les États-Unis essaient de rester tant bien que mal dans leur rôle de gendarme du monde? En gros, est-ce que c'est déjà un échec pour l'OTAN et les Américains ce qui se passe en Ukraine, ou est-ce qu'ils vont essayer de jouer sur les deux fronts? Alors, bon, c'est une question intéressante, effectivement. Moi, je suis pas convaincu que la stratégie américaine en Ukraine soit si mauvaise que cela, de leur point de vue, évidemment, du point de vue de leur projection de puissance, parce que d'une certaine manière, ça permet de renforcer la cohésion européenne autour de l'OTAN, autour de l'Alliance Atlantique, qui commençait un peu à s'effriter quand même ces dernières années. Il y avait eu plusieurs velléités de fonder, par exemple, enfin c'est une vieille idée, hein, mais d'avoir une défense européenne indépendante. Ça, à mon avis, c'est derrière pour un petit moment. Cette guerre en Ukraine va contribuer à pour un certain temps également, péjorer les relations entre les pays d'Europe occidentale et la Russie. Va permettre aux États-Unis d'ouvrir des marchés pour du gaz, pour d'autres produits en Europe. Je pense que de leur point de vue, cette stratégie est assez payante, alors coûteuse parce que c'est des dizaines de milliards qui sont octroyés à l'Ukraine pour soutenir cette guerre. Mais du point de vue américain, du point de vue de la grande stratégie géopolitique américaine d'affaiblissement de la Russie, de contenir la Russie en fait en dehors de l'Europe, je pense que c'est assez pertinent. Ça l'est beaucoup moins pour l'Union européenne, qui pour le coup, a montré encore une fois qu'elle était absolument vassalisée à ces enjeux américains, au pouvoir américain. Le cas de l'Allemagne est frappant, notamment. Donc, du point de vue de l'Europe, ça fait pas sens du tout de ce fonctionnement-là. Mais je dirais du point de vue américain, je dirais pas si illogique que ça. Maintenant, Israël, donc c'était aussi la question sur Israël. Donc, moi, pareil, Israël, un renforcement d'Israël qui, par exemple, attaquerait le Hamas, arriverait à avoir une position plus solide dans son étranger proche, à mon avis, renforcerait les États-Unis.
il y a certaines dissensions au sein des BRICS qui sont apparues suite à cette guerre, notamment entre l'Inde, l'Iran, nouvellement entré dans les BRICS, l'Arabie Saoudite également, qui a rompu en fait les négociations qu'elle avait avec Israël. Donc d'une certaine manière, peut-être que les BRICS vont sortir un peu affaiblis de cette guerre. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, hein, donc ça c'est toujours très hypothétique, mais je dirais que pour les États-Unis, c'est peut-être pas si mauvais que ça en termes de présence dans la région. Donc à voir, mais pour le coup, effectivement, les États-Unis sont très affaiblis politiquement à l'intérieur. Il y a les élections qui vont arriver bientôt, mais en termes de déploiement de puissance, j'ai l'impression que leur stratégie demeure la même depuis de nombreuses années et qu'elle a une certaine cohérence. Auriel, peut-être Non, j'ai rien à ajouter sur cette question. Non, mais c'est sûr que oui. Moi, on papote, hein, ça discute avec. Voilà. Ce qui m'intéresse dans la position américaine, ce qui est fou, c'est qu'ils sont toujours du bon côté du manche. Alors pour des hasards différents, et peut-être d'ailleurs parfois juste pour des hasards, puis parfois pour des positions géopolitiques, mais les grands gagnants sur le plan business du Covid-19, ça a quand même été Pfizer, entreprise américaine. On a eu la situation en Ukraine où on a vu les pays européens qui ont voulu se réarmer. On parle de l'Allemagne, par exemple, qui parlait de 100 milliards d'euros, ce qui était un réinvestissement majeur jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'armement va être acheté aux États-Unis. L'armement américain qui a été envoyé en Ukraine. Et là, aujourd'hui, on voit Israël où, effectivement, les cours de bourse des plus grands fabricants d'armes américains ont explosé avec la situation. Et on a, comme tu disais, Martin, effectivement, ce jeu géopolitique qui leur est favorable avec des dissensions au sein des BRICS qui commençaient gentiment à mettre en lumière l'idée de dédollarisation du monde où vraiment la position hégémonique américaine qui était de plus en plus chatouillée. Et là encore, on a l'impression que ça va leur profiter. On a l'Arabie Saoudite qui est aussi bien contente de voir que ça peut que ces positions-là. On a le Qatar qui voit que les accords Arabie Saoudite-Israël peuvent être gelés, en tout cas pour l'instant peut-être même rompus, hein, comme tu disais. C'est quand même assez fou de voir que le jeu géopolitique leur est souvent favorable. Quand même. Le hasard fait bien les choses. Je sais pas si. Absolument, non, absolument. Je pense que on parle un peu trop vite de déclin de la puissance américaine. Alors ça dépend évidemment de quoi on parle. Si on parle de l'économie intérieure des États-Unis, c'est une catastrophe. Je pense que ça c'est clair. Mais il faut bien séparer, je pense, la politique intérieure, où là il y a des fortes dissensions partisanes aux États-Unis, de la politique étrangère, où là en fait il y a vraiment une sorte d'union nationale, quel que soit en fait le président au pouvoir. Il peut y avoir des différences de stratégie sur la manière d'atteindre les objectifs géopolitiques des États-Unis, mais ces objectifs-là ne sont pas remis en question. Et je pense que les États-Unis savent ce qu'ils font et ils parviennent quand même relativement bien. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire qu'ils ont provoqué cette guerre entre Israël et le Hamas. Ça c'est clair. On n'a pas les éléments pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a effectivement. Ouais. Ils jouent leurs cartes de façon à remplir leurs intérêts. Par contre, ceux de leurs alliés, profit de chaque situation, à mon avis, c'est ça. C'est ça leur grande puissance aussi. Ouais. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, c'est assez piquant concernant le Hamas quand même. Si je peux rajouter une petite, c'est que le Qatar finance massivement le Hamas et que donc, mais ça n'empêche pas pour autant les puissances occidentales, la France. Le Royaume-Uni, les États-Unis, d'être des grands partenaires du Qatar. Donc là, il y a toujours ces espèces de contradictions en fait permanentes dans l'ordre international, où en fait, et c'est là qu'à mon avis, il faut vraiment dépassionner en fait ces relations internationales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des jeux d'intérêt, c'est du réalisme pur en fait. Et donc les grands discours sur la démocratie et les droits de l'homme dans le cadre de ces interventions armées militaires. N'ont absolument pas leur place et que c'est pas du tout les enjeux réels qui sont déployés là. Oui, absolument. C'est vrai. D'ailleurs, oui, vas-y. Pour reprendre le cas de l'Arabie Saoudite, vu qu'on en parlait il y a quelques minutes, et de la neutralité suisse, la Suisse a fait affaire au niveau des livraisons d'armes avec l'Arabie Saoudite qui était en conflit avec le Yémen. Et on voit que dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Mais dans le cas de l'Ukraine, on commence tout d'un coup à s'insurger parce qu'on veut envoyer des armes en Ukraine, etc. Donc c'est vraiment
revenir sur cette question de la neutralité de la Suisse, qui sait pas trop où se placer, qui sait pas trop où elle en est. Et à mon avis, il y a vraiment cette question qu'il faudrait empoigner un peu plus prendre à bras le corps et puis essayer de vraiment redéfinir ce statut de neutralité de la Suisse. Où est-ce qu'elle se place exactement? Quelles sont ses libertés, etc. Mhm. Ah ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne le redira jamais assez, hein, une minuscule parenthèse, mais bien sûr, chers spectateurs, regardez Antithèse, regardez Juste Milieu, bien évidemment, mais surtout dans ces sujets-là où l'histoire s'écrit sous nos yeux, n'oubliez pas d'aller justement regarder des livres d'histoire, des livres de géopolitique, de regarder dans le rétroviseur. Vous le faites sur la route, vous regardez le rétro, vous regardez l'angle mort, on est là-dessus, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un choix assez simple dans les médias, soit vous allez dans vos librairies acheter des bouquins pour voir un petit peu ce qu'il en est, le passif de ce qui s'écrit aujourd'hui, et bon, bah en plus vous faites d'une pierre deux coups parce que c'est de nos libraires, soit vous avez l'avis d'Enrico Macias sur CNews. Donc disons que je sais pas vous, mais le choix est vite fait. Voilà, une petite parenthèse dans ces histoires-là. Je crois qu'il faut souvent regarder dans le rétroviseur, même tout le temps, pour voir un petit peu que, comme vous l'expliquez très bien, chers amis, tout ça est souvent des coups de billard à 2, 3, 4, 5 bandes, et là ça devient assez technique, donc on peut pas se contenter d'une narration faite comme ça d'émotion et d'instantanéité. Je crois que c'est bien de savoir se poser, dépassionner, comme tu disais, cher Martin. Et justement, pour aller vers le troisième volet, finalement, qui est une magnifique conclusion, tout ça, c'est du Schubert. On en a beaucoup parlé dans l'entretien aujourd'hui. C'est l'Union européenne, qui se retrouve un petit peu au beau milieu de toutes les situations qu'on a évoquées, que ce soit Israël-Palestine, Russie-Ukraine, et aussi la position par rapport à la Suisse. Donc on revient un petit peu à de la géopolitique un peu plus basique, un peu moins guerrière, ça arrive parfois. Quel est le futur de la Suisse par rapport à l'Union européenne? Est-ce que, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'il est possible qu'un jour la Suisse entre dans l'Union européenne? Voilà, je vous la pose cette question. Auriel, tu veux répondre? Ouais, peut-être pour commencer, je pense que c'est pas possible déjà physiquement, parce que notre statut, si on veut garder notre intérêt en fait en tant que Suisse diplomatique, le fait de se mettre dans l'Union européenne, ça nous ferait perdre en fait cette crédibilité de pays neutre qui peut justement inviter des dirigeants des différents pays pour faire des tractations, arriver à des documents ou des choses qui vont en tout cas en direction de la paix. Après, ce qu'il faut peut-être pour recentrer un petit peu la position de la Suisse actuelle par rapport à l'Union européenne. Donc on avait en Suisse pendant plusieurs années la volonté de signer des accords cadres avec l'Union européenne, qui a échoué en 2021, sauf erreur. Ces accords cadres, c'était reprendre les grandes lignes de politique de l'Union européenne pour pouvoir les appliquer en Suisse, puis avoir la liberté de commerce, faciliter l'export de marchandises, parce qu'il faut dire que la Suisse est un grand pays exportateur aussi, donc l'export des marchandises, etc., les droits de douane, et puis ces accords ont échoué. À la suite de quoi, les différents partis politiques ont pris position. En Suisse, on a par exemple l'UDC, qui est le parti plutôt situé à la droite, voire dans certains cas extrême droite, en tout cas qui est contre l'immigration, etc., qui a salué l'échec de l'accord, dans le sens que pour eux et d'ailleurs pour les syndicats aussi les PME en Suisse, les accords cadres auraient trop permis à l'Union européenne de s'infiltrer dans la politique suisse et puis d'appliquer les normes du travail, etc., de l'Union européenne en Suisse. Donc c'est sûr que les ouvriers, etc., y auraient perdu au change. Et puis donc plutôt les partis de gauche, le Parti socialiste par exemple, qui a déploré que les accords n'aient pas pu se signer, et puis qui avait une position plutôt de même vouloir adhérer à l'Union européenne à ce moment-là.
C'est-à-dire, les accords ont échoué, on aimerait adhérer à l'Union européenne. Mais ce qui, à mon avis, pas possible, peut-être Martin, tu peux juste un peu préciser cette question. Tout à fait. Alors, la neutralité suisse est inscrite dans la loi. Donc déjà, pour adhérer à l'Union européenne, il faudrait changer la loi. Alors évidemment, la loi est floue un peu. C'est-à-dire que la neutralité, il y a des discussions au sujet de sa définition. Il y a d'ailleurs une initiative qui est en cours pour un peu essayer de mieux préciser ce qu'est la neutralité suisse. C'est, je dirais, essentiellement une neutralité armée pour l'instant. Mais en tout cas, effectivement, la nature même de la Suisse, sa raison d'être au point de vue international, c'est sa neutralité. Adhérer à l'Union européenne, c'est perdre cette neutralité et donc perdre sa raison d'être. On pourrait imaginer alors que les différentes régions linguistiques finalement rejoignent l'Allemagne, la France, l'Italie, et que la Suisse s'implose à ce moment-là. Je pense que sans neutralité, la Suisse n'existerait pas. Et d'ailleurs, la Suisse moderne est née au XIXe siècle, notamment alors par décision des grandes puissances européennes de faire de ce territoire une zone neutre. Notamment pour permettre le transport de marchandises à travers les Alpes. D'ailleurs, pour la petite histoire, si tu me permets une incartade historique, un certain Frédéric César de la Harpe, vaudois de son état, à la fin du XVIIIe siècle, est devenu précepteur en fait de l'empereur russe Alexandre Ier, du tsar russe Alexandre Ier. Et c'est grâce en partie à cette relation que le tsar russe, au moment du congrès de Vienne en 1815, a fait pression pour que la Suisse devienne un pays neutre et que ses cantons soient reconnus en tant qu'entité politique. Donc c'est intéressant parce que donc là on a un lien très très fort entre la Suisse et la Russie au cœur même de son histoire et de son état moderne en fait. Et donc effectivement cette neutralité là qui donc a été imposée de l'extérieur mais pour notre plus grand profit serait enfin, si elle est remise en cause, serait la fin de la Suisse, à mon avis. Et par rapport à l'adhésion à l'Union européenne, il y a eu plusieurs tentatives, effectivement, par le passé, notamment une juste à la fin au début des années 90, où on a eu une votation populaire sur l'adhésion à l'espace économique européen. Et là, il y a eu un refus de la population, mais genre de rien, quoi. Je crois que c'était 50,4% qui ont refusé. Donc, tu vois, c'était vraiment, on était à un cheveu tu vois, de rentrer dans le. Alors aujourd'hui, je pense que la population est clairement opposée, je dirais majoritairement opposée à cette adhésion. Certains partis, par exemple, effectivement, le soutiennent toujours. Le Parti socialiste, alors pas toujours. Le Parti socialiste, en tout cas, sur certains dossiers, sont favorables à une adhésion, un rapprochement fort avec l'Union européenne. Après, évidemment, on a des accords de libre-échange avec l'Union européenne. On est dans l'espace Schengen. Enfin, je veux dire, il y a quand même un entrelac, je dirais, assez clair de relations. Effectivement, la Suisse est, je crois, dans le top 3 des pays qui exportent leurs marchandises en Europe. Une grande partie du PIB suisse provient de l'exportation dans les pays européens. Donc, il y a effectivement aussi des enjeux, notamment sur certains dossiers comme le Covid, l'Ukraine. Il y a aussi des enjeux économiques qui se posent pour maintenir cette relation d'exportation-importation entre les entreprises suisses et l'Union européenne. Mais voilà, longue réponse, mais en tout cas, je dirais que cette neutralité a plein de facettes différentes et dans le cadre de l'Union européenne, pour l'instant, il n'est pas question d'y adhérer et je pense que ça sera pas le cas avant longtemps. Ouais, faut dire aussi que, pardon. Vas-y. Il faut dire aussi que les accords cadres ont échoué en grande partie à cause des différentes votations populaires qui ont eu lieu pendant les négociations en fait. C'est aussi ça qui a fait échouer les accords cadres. Puis juste pour repartir peut-être sur le statut de la Suisse au niveau historique, on est aussi en quelque sorte on a été en tout cas un paradis fiscal. Faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les États-Unis viennent, pour des raisons bonnes ou mauvaises, mettre leur nez dans le secret bancaire suisse, on a été en paradis fiscal. Peut-être qu'on l'est un peu moins aujourd'hui. Et puis, effectivement, vu qu'on a ces accords de libre-échange avec l'Union européenne, les ALE, on n'a pas forcément besoin d'adhérer à l'Union européenne. On a toujours réussi à se placer dans une espèce de niche. Mais forcément, cette niche, elle nous oblige aussi, sur certains points, à suivre les grandes lignes de l'Union européenne.
qui a expliqué effectivement pourquoi on a eu le pass Covid, pourquoi on a eu, pourquoi on reprend les sanctions de l'Union européenne, etc. On peut pas faire cavalier seul non plus. On doit forcément mettre un peu de l'eau dans notre vin à un moment donné, quoi. Donc on a un peu les mains liées par rapport à l'Union européenne de ce côté-là. Ouais. Et sur le plan peut-être plus symbolique, alors une autre parenthèse, oui et non, mais c'est vrai que la Suisse, qui est aussi le pays du forum de Davos, qui vraiment attise les curiosités et les fantasmes. Récemment, par exemple, je crois, si je dis pas de bêtises, Klaus Schwab a été reçu par le Conseil fédéral, c'est ça? Ils ont mangé ensemble à midi. Comment c'est perçu ça par la population suisse? Est-ce que il y a aussi beaucoup de fantasmes, alors à raison ou pas d'ailleurs, comme on peut voir à l'étranger, ou est-ce qu'en Suisse c'est quelque chose qui est bien accepté, ce côté bien sûr lié à la présence de nombreuses instances internationales en Suisse, et plus spécifiquement de celles qu'on a un peu mises en lumière récemment, notamment le forum de Davos? Bah déjà peut-être pour l'image de la politique en Suisse, on a toujours cette image qu'on ressort dans les conversations entre amis de hier j'ai pris le train avec un conseiller fédéral. Donc les conseillers fédéraux se déplacent en train. Déjà je pense que une majorité de Suisses savent pas qui sont tous les conseillers fédéraux. Ouais. Hein, il y a sûrement des noms qui nous échappent. Et donc on est vraiment dans un rapport de citoyen à citoyen avec les politiques suisses. Alors que quand on regarde le poids qu'ils ont, et puis voilà, c'est peut-être pas tellement, c'est aussi, ça fait partie aussi des mythes suisses, comme on a su faire peur à l'Allemagne pendant la guerre. On peut prendre le train avec les conseillers fédéraux. Ouais, absolument. Excuse-moi, Rémi. Vas-y. Absolument. Je pense que ça, c'est un peu une image d'Épinal qui a quand même ses fondements. C'est vrai qu'on voit souvent. Alors, ils sont quand même en première classe, hein, évidemment. Pas déconner. Ouais. Mais disons qu'effectivement, il y a cette proximité. On verrait jamais un ministre, parce que les conseillers fédéraux, donc concrètement, c'est les ministres nationaux, hein, c'est l'exécutif national. Oui, peut-être. Je me permets juste de t'interrompre, si tu peux faire un tout petit rappel pour savoir comment est constitué le Conseil fédéral pour nos amis qui ne sauraient pas spécifiquement comment ça fonctionne, en quelques mots. Tout à fait. Donc la Suisse est une entité fédérale avec 3 niveaux décisionnels. Donc tu as un niveau communal, ça c'est le premier niveau, le plus basique, cantonal puis fédéral. Et en fait, tous les niveaux sont organisés un peu de la même manière, avec un exécutif composé de plusieurs ministres. En l'occurrence, au niveau national, fédéral, il y a 7 conseillers fédéraux qui sont responsables chacun de plusieurs départements et qui sont issus en fait des partis les mieux représentés au sein du Parlement lors des élections fédérales. Donc en fait, c'est une espèce de coalition de plusieurs partis. On a l'UDC, on a les partis socialistes, on a le PLR qui est la droite économique. Et qui sont en fait qui fonctionnent de manière collégiale au sein du Conseil fédéral, avec chaque année en fait un président qui est élu de manière tournante au sein du Conseil fédéral pour représenter en fait la Suisse à l'étranger. Donc actuellement c'est Alain Berset qui a été ministre notamment de l'Intérieur durant le Covid, donc c'est lui qui a géré toute la campagne de mesures contre le Covid. Mais donc l'année prochaine ce sera un autre, etc. Donc ça tourne et le président n'a pas de réel prérogative par rapport à ses autres collègues. Voilà. Ouais. Merci pour ce rappel. Disons qu'il a surtout un rôle de représentation de la Suisse à l'étranger, en fait. C'est pour avoir une tête, une figure de proue au navire, en quelque sorte. Voilà. Mais non, c'est tout. Hein. Là, chers spectateurs, on est calé sur la politique suisse. Maintenant, on est bon. Et je crois que nous aussi, on a balayé les grands sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Déjà, chers amis, un immense merci pour ces réponses-là, pour ces éclairages-là. Les copains, merci beaucoup. Et je vous laisse bien sûr le mot de la fin. Alors avant toute chose, chers spectateurs, vous le savez, le rendez-vous est donné sur Antithèse. Allez-y, plein d'entretiens. Vous allez retrouver des têtes que vous connaissez bien. Il y a eu Alexis Poulain. Je vous recommande tout spécifiquement celui de Suzette Sandeau. Vous allez voir, formidable. Une dame politique suisse. Tu me disais, Martin, en off tout à l'heure, elle a été à quel poste en Suisse? Alors elle a été au Conseil national, donc le Parlement fédéral. Et donc elle faisait partie du Parti libéral qui n'existe plus aujourd'hui. Il a été regroupé avec un autre parti, donc c'est le PLR aujourd'hui, mais en tout cas elle était conseillère nationale libérale. Elle a été professeure de droit à l'université de Lausanne. Et effectivement, c'est une dame pétillante et à plus de 85 ans, 85 ans, toujours très vive d'esprit. Donc
Voilà, un entretien formidable. Je certifie, il y a le tampon. Et puis là, dans les prochains, vous pouvez peut-être nous dire, là, nous révéler, voilà, les prochains interviews que vous allez avoir, peut-être. Oui, alors effectivement, on a donc François Mélan, dont on a vaguement évoqué le nom déjà, donc qui sortira normalement, il sera diffusé dans 5 minutes là, donc il va sortir maintenant, quasiment. Enfin, maintenant, dans 5 minutes, c'est-à-dire l'émission évidemment n'est pas en direct, mais en tout cas à l'heure où c'est enregistré, ça va sortir. Et donc François Mélan, qui est un ancien policier, un ancien officier du renseignement helvétique, conseiller financier, travaillé au sein du BS lors de la crise des subprimes. Donc voilà, ça c'est un entretien le plus récent. Après, on a d'autres projets. On a un vigneron qu'on va interroger, histoire de changer un peu de perspective. Et puis voilà, on continue un peu dans une ligne éclectique pour donner la parole à plein de monde qu'on n'entend pas souvent et qui pensent un peu différemment. Le rendez-vous est pris, chers amis. Tout le monde va s'abonner à Antithèse. Je vous allais, je vérifierai nom par nom. Et puis, pour aller encore plus loin, moi aussi, j'en profite. On peut retrouver ta plume, Martin, dans Le Banquet. Voilà, c'est dit là. Recrue de choc, le PSG à Mbappé et Le Banquet aura Martin d'Antithèse. Voilà, c'est dit. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, les amis Martin, Ouriel d'Antithèse. Merci à vous et chers spectateurs. Merci infiniment. Voilà, on se retrouve sur Juste Milieu et sur Antithèse, vous le savez, on se retrouve très bientôt. Au revoir et merci à tous. Merci encore Martin Ouriel. Merci Rémi.